Donc, bienvenue à cette 5e conférence débat du Club des encadrants de Sorbonne Université. Aujourd'hui, on va aborder la thématique du management fédérateur. Je vais passer la parole à Monsieur Boyer. Je suis ravi d'être ici à double titre, déjà parce qu'Emmanuel et Elisabeth m'ont fait confiance. Et ça met un peu la pression de savoir que je suis le premier intervenant extérieur à je ne sais trop quoi. L'enseignement supérieur, voilà. Moi, l'idée, c'est d'être le plus authentique possible avec vous sur les propos que je tiens. La deuxième raison pour laquelle je suis ravi d'être ici, c'est que ma fille a été étudiante chez vous. Et elle fait un métier qui l'éclate, elle est neuroscientifique et elle s'occupe des petits rats. Voilà. Bon, je comprends pas tout, mais en tout cas voilà, c'est à ce titre-là que je suis assez content d'être avec vous. Donc, mon parcours est très simple. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans en entreprise. Je vais bientôt avoir 55 ans. J'ai été essentiellement au début comptable, c'est-à-dire j'ai exercé un métier que je détestais. Enfin, voilà, mais j'étais le seul diplôme que je pouvais avoir, c'était comptabilité à l'époque. Et j'ai eu la chance de croiser le chemin d'une DRH qui m'a offert la possibilité de me reconvertir dans un métier que j'ai adoré, qui est les ressources humaines, dans 3 univers. Le premier, la finance, donc j'ai une logique assez business. Et à 27 ans, on m'a confié la responsabilité de développement des ressources humaines de l'Opéra national de Paris. Donc tout ce que j'avais appris dans la finance ne servait à rien, parce que dans le spectacle, l'argent c'est sale. Et donc il a fallu que je réapprenne un petit peu tout ça. Et puis à 32 ans, on m'a confié la direction des ressources humaines de l'Unédic, qui était la maison mère de l'assurance chômage, un groupe de 15 000 salariés qui a fusionné avec l'ANPE en 2008 pour donner naissance à Pôle emploi, qui aujourd'hui est France Travail. Voilà, grosso modo, mon parcours. Et donc, à 40 ans, j'ai créé ma société. Non pas parce que j'avais une vocation de consultant, mais parce qu'on était en 2008 et c'était la crise des subprimes, donc il n'y avait pas d'emploi. Donc, je me suis dit, plutôt que de rester au chômage, je vais essayer de tenter l'aventure. Et ça fait une quinzaine d'années aujourd'hui que j'officie en tant que, on va dire, spécialiste en innovation managériale. Mon métier à moi, c'est d'aider les entreprises, et notamment les dirigeants et les managers, à comprendre ce qui change pour les préparer au futur. Donc ça veut dire que dans mes discours, dans mes propos, il est fort probable que ce que je dis soit différent, voire opposé à tout ce que on nous a appris. Et c'est ça mon job, c'est pour ça qu'on me rémunère. Grassement. Je vous remercie au passage. Voilà. Donc, vous êtes venu vers moi, donc Emmanuel est venu vers moi avec une problématique à la fédération. Comment on fédère des personnes qui ont des statuts, des origines, des âges complètement différents. Pourquoi c'est plus compliqué aujourd'hui que ça l'était il y a 10, 15 ou 20 ans? Et c'est vrai qu'avant c'était beaucoup plus facile. Et surtout, comment on fait dans ce contexte-là? Alors, pour répondre à cette question, je vous ai prévu un petit plan, c'est que moi, quand j'interviens en entreprise, je n'aborde jamais le sujet en direct. J'essaye de prendre un peu de la hauteur et du recul, parce que je pars du principe qu'une entreprise, c'est un élément d'un système qui est plus grand que lui, et qu'il est davantage intéressant d'aller étudier le système et de voir en quoi il l'influence. L'entreprise n'est pas imperméable, donc quand le monde change, l'entreprise a plusieurs solutions. L'entreprise, l'institution ou autre. Parce qu'on m'a dit, attention, il y a des mots qu'il faut pas prononcer, donc excusez-moi si je prononce pas le mot agent. J'ai eu la même remarque avec la région Île-de-France il y a 2 semaines. Donc voilà, ça va venir progressivement dans l'intervention. Et prenons un peu de recul pour comprendre ce qui se passe et voir en quoi elle impacte l'entreprise. Et de ce fait, quels sont les nouveaux comportements, nouvelles attitudes, nouvelles attentes, et en quoi ça vient peut-être modifier le management et surtout comment on modifie, on change, on évolue ces pratiques managériales et collaboratives pour s'adapter à ce monde. Alors, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc, de manière dont j'ai conçu cette présentation, donc moi aussi je suis un peu stressé parce que je l'ai fait sur mesure, et donc j'espère que ça va marcher, vous me direz ça plus tard. C'est de partir de l'extérieur. Et déjà, moi j'aime bien me poser des questions, et la première question qu'on peut se poser, c'est oui, bien évidemment, collaborer en entreprise, ça semble évident, comme dans un milieu sportif. Il n'y a pas de question à se poser. Et pourquoi l'être humain collabore-t-il? Eh bien, d'après les anthropologues, ce serait Sapiens qui aurait découvert l'intérêt de collaborer pour 2 principales raisons, et je suis pas anthropologue. La première, c'est on est plus fort à plusieurs que tout seul. Le mammouth, je vais pas le tuer tout seul. Ça va être un peu compliqué. Et la deuxième, c'est je vais apprendre des autres au fur et à mesure. Mais du point de vue philosophique, la question qui se pose, c'est est-ce que nous, les humains, nous collaborons par désir ou par besoin?
Et on se rend compte qu'on a plutôt tendance à collaborer par besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être avec vous pour pouvoir survivre et me nourrir, me vêtir, me transporter, etc. Donc, on voit, c'est intéressant déjà de se demander combien y a-t-il de personnes qui collaborent par désir. D'après les sondages, il n'y en a pas beaucoup, contrairement à ce que l'on peut penser. Mais surtout pas besoin. Donc ça, c'est important de l'intégrer. Puis il y a un concept qui s'appelle la théorie des jeux. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein, donc je l'ai simplifié, hein, qui permet de se rendre compte de la nature. Est-ce qu'on est plutôt d'ordre collaboratif ou compétitif? Alors, pour ceux qui connaissent pas, la théorie des jeux, c'est quelque chose, une expérience qui a été faite dans plusieurs pays. C'est un jeu très simple que je m'amuse à faire quand j'anime des séminaires de cohésion d'équipe, notamment chez les dirigeants. Je vous raconterai les résultats, qui part du principe que, ben voilà, on se voit pas, nous sommes deux équipes, vous êtes contre moi, nous avons la possibilité de jouer une couleur, soit rouge, soit vert. On a en tout 10 tours. Et si je joue vert et que vous jouez vert, eh bien, nous avons chacun un point. Donc à chaque tour, on va se donner les résultats. Si par contre, vous jouez vert et je joue rouge, eh bien, moi j'ai 2 points et vous perdez 2 points. Et l'inverse, c'est-à-dire si je joue vert et vous jouez rouge, vous gagnez 2 points, j'en perds 2. Et si on joue tous les deux rouge, ben, on en perd 1. Et le jeu consiste à dire, voilà, vous avez un certain nombre de manches, et dans chaque, vous avez 4 manches, et à chaque manche, vous avez la possibilité, au bout de la 4e, de vous rencontrer pour négocier. Donc, vous allez voir l'importance de ce truc-là. Et en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est l'objectif de ce jeu-là, c'est de terminer sur un score positif. Donc là déjà, c'est intéressant parce qu'à chaque fois je dis la consigne, terminer sur un score positif, je dis pas gagner la partie. Mais souvent dans l'esprit des gens, c'est gagner. Alors on se rend compte de quoi? On se rend compte que en général, au début, eh bien, on a plutôt tendance à jouer vert, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à jouer la collaboration. Et puis après, il y a un petit malin qui se dit, bon, je m'ennuie un peu, je vais mettre un petit coup de rouge. Voilà, histoire qu'on se marre, parce que c'est ma stratégie à moi, c'est mon pouvoir. Et à partir de là, on se rend compte que ça se dégrade. Et que là, on va commencer à entrer en compétition. En quoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'on se rend compte que si la collaboration, c'est un besoin et qu'elle semble naturelle, elle est extrêmement fragile, sans même parler de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et les études démontrent que, eh bien, en fait, il suffit qu'un joueur joue rouge pour que tout le système se détériore et qu'on passe en mode compétition. Il démontre également que ceux qui ont tendance à jouer vert sont les femmes et les enfants. Et que ceux qui ont tendance à jouer rouge sont les étudiants d'enseignement supérieur. C'est pas moi qui le dis. Oui. Donc, et c'est normal parce que dans l'enseignement supérieur, on est habitué à être en compète. Oui. Donc ça, c'est totalement logique. Alors, je voulais juste vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce que la crise Covid-19 a changé, si vous pensez que la crise Covid-19 a changé des choses? Vous pourriez me dire quoi? Plus de compétences. Fayot. La méfiance? Ok, j'écoute. Hein. L'isolement? C'est-à-dire? D'accord. Ok. On n'est pas loin. C'est à peu près ça. Alors, moi, pour illustrer le changement en confinement, parce que nous, les conférenciers, pendant la période de confinement, on était sans emploi. Donc, il a fallu qu'on bosse un petit peu pour préparer le futur. Et je trouvais une petite BD qui me semblait intéressante pour illustrer, de mon point de vue, hein, ce que la crise Covid-19 pouvait avoir changé et les raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. C'est une BD qui illustre une question d'un recruteur, une question extrêmement pertinente, à savoir quel est votre pire défaut. En général, qu'est-ce qu'on répond à cette question? Qu'est-ce qu'on répondait? Je suis perfectionniste. Hein? Et nous, on était vachement contents, parce que c'est exactement ce qu'on veut. Parce qu'une entreprise, c'est le conformisme absolu. Donc on se dit, bon, c'est bien, perfectionniste, rigoureux, tout ça, c'est génial. Ça, c'était avant la crise. Et puis, c'est passé autre chose après la crise. La réponse était différente. Les candidats nous disent, moi, mon pire défaut, c'est que je suis honnête, je suis authentique, je dis les choses. Alors nous, on est vachement contents. On se dit, c'est bien, avec des gens honnêtes, authentiques, c'est exactement ce qu'on recherche. Et puis le candidat de répondre, mais en fait, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Ouais. Donc ça fait un peu ça, tel que c'est vécu par les employeurs. Et on se dit, voilà, la nouvelle génération, pénible, hein, pose des conditions,
Mais en fait, on se rend compte que c'est pas une question de génération, parce que vous voyez, par exemple, moi j'ai connu les bombers, voilà. Et donc, si on prend cet aspect générationnel, on se rend compte de quoi? Qu'il est totalement légitime que les nouvelles générations sont incomprises par les anciennes générations. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et c'est vrai qu'en sociologie, on nous dit, on a tendance à qualifier des comportements une tranche d'âge à travers des cohortes démographiques. Vous voyez, là, on est bloqué sur la génération Z. Génération Z, sur laquelle je travaillais il y a 10 ans déjà, oui. Mais là, on ne sait plus quoi trouver derrière. Donc, je voulais vous poser une petite question. Quel est le point commun de ces trois personnages? Hein? Ils étaient tous candidats à la présidentielle. Mais il n'y a pas que ça. Ce sont tous des X. Est-ce que vous trouvez qu'ils se ressemblent? Qu'ils ont les mêmes points de vue? Donc, attention, méfiance à cette histoire de génération. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que de mon point de vue, ça stéréotype les gens, et ça, je trouve que c'est pas bien. Ça aussi met les gens dans des cases, et ça n'intègre pas la dimension individuelle et personnelle. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, ça part du principe que si tu es né de telle année, tu es comme ça et tu ne changeras pas. Ce qui, de mon point de vue, n'a pas de sens. Mais, en revanche, il y a vraiment des choses qui ont changé, et on peut l'expliquer à travers la crise Covid. Ce qui s'est passé, ce que vous vous rappelez maintenant aujourd'hui en authentique, c'est que moi je pense, mais ce n'est que mon point de vue, je ne viens pas ici en disant je sais tout, je viens juste ici en partageant avec vous mon analyse, c'est que quand on a vécu le confinement, 155 jours de confinement plein, c'est énorme, hein, c'est privatif de liberté, mais si vous vous en souvenez, au début on a quand même, en tout cas moi, un peu flippé, c'est quoi ce machin? Et puis les médias en France, ils aiment bien, moi j'intervenais à l'étranger en webinaire, ils me disaient, vous êtes marrant, vous en France, vous décomptez vos morts à la télé. C'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, je dis, ça c'est la France. Voilà. Donc on fait bien stresser tout le monde. Ensuite, on demandait aux parents de s'occuper des enfants, et c'est pas leur job. Hein. Moi, je suis parent, je suis pas éducateur, donc je suis pas prof non plus. Et j'aime bien quand ils sont chez vous, parce que moi, je suis peinard. Ouais, faut pas se mentir. Mais vous voyez, ça fait beaucoup de pression, beaucoup de stress, ce qui fait qu'à la fin, on est sorti avec une revendication, une boulimie de liberté, parce qu'on en a été privé pendant un certain nombre de mois. Ce qui fait que le rapport au travail a changé. On a une étude qui nous dit qu'en 1990, la valeur travail, donc l'importance que j'accordais au travail, arrivait quand même en deuxième position après la famille, avec 60% d'importance. Et on refait le même exercice en 2021, il arrive à 24%. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens sont des feignasses, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ça veut juste dire que le travail a une autre place dans sa vie. Et on voit bien aussi que il demeure quand même important parce que 84% des gens nous disent c'est important le travail pour nous. Et même 64% nous disent mais si on n'en avait pas besoin, on le ferait quand même. Donc on voit bien qu'il y a quand même une importance. Ce qui a changé, c'est aussi ce après quoi je cours. Là, c'est un autre sondage. En 2008, on demandait aux gens est-ce que vous préférez gagner plus d'argent ou avoir plus de temps libre? Et 62% nous disaient je préfère avoir plus d'argent. En même temps, c'était en 2008, c'était la crise, c'est pas normal. Hein. Mais aujourd'hui, on voit bien que la tendance est inversée. On voit bien qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est le temps libre. Et ça va changer beaucoup de choses. Donc, je pense que ce qu'a changé vraiment la crise Covid-19, c'est la montée de l'individualisme. Donc, ce que vous évoquiez, et en psychologie sociale, l'individualisme, c'est quoi? C'est la primauté de la satisfaction de mes besoins à moi au détriment de ceux du groupe. Ce qui nous interroge sur la vie en collectivité. On voit bien d'ailleurs, hein, quand on dit surtout arrêtez de vous ruer dans les... Alors, il y a quand même la théorie des papiers toilettes. Je vous mets ça de côté, vous avez 3 heures. Pourquoi les gens sont... Les pâtes, le blé, je peux comprendre, mais le papier toilette, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Alors, est-ce que ce que nous vivons là, et le TPMG, vous savez ce que ça veut dire? Tout pour ma gueule. C'est une autre manière d'appeler l'individualisme, un peu moins corporate, mais que les jeunes aiment bien. Voilà. Donc l'idée étant de se dire, est-ce que si nous en sommes là, c'était déjà prévisible ou pas prévisible? Est-ce que c'est normal, pas normal? À ce titre-là, moi j'aime bien utiliser un modèle qui s'appelle la spirale dynamique. Certains connaissent la spirale dynamique? Non? Ok. Donc la spirale dynamique, c'est un modèle qui a pour mérite, de mon point de vue, de simplifier l'évolution de notre humanité, qui a été fait par des sociologues américains, j'imagine, pendant 25 ans. Et je pense que moi, mon métier, c'est d'innover en management. Donc mon métier, ma spécialité, c'est l'innovation managériale.
et on qualifie d'innovant ce qui est nouveau. Donc, pour qualifier quelque chose de nouveau, il faut le comparer avec ce qui existait avant et ce qui existe aujourd'hui pour bien comprendre la différence. Donc, je vous invite à prendre une DeLorean. Tout le monde a vu Retour vers le futur ou il y en a qui n'ont pas vu? Non, parce que ça va. En général, ça va. Des fois, non, parce que je demande pour Star Wars et il y en a qui n'ont pas vu Star Wars. Ça, c'est encore autre chose. Donc, que nous dit ce modèle? Ce modèle nous dit que notre humanité a évolué selon ce qu'ils appellent des niveaux d'existence. C'est quoi un niveau d'existence? C'est un besoin que je cherche à satisfaire, que les êtres humains cherchent à satisfaire. Il en propose 8. Je vous ai fait l'économie du premier qui est la sécurité. Mon besoin, c'est quoi? C'est d'être en sécurité. Et ensuite, l'être humain a compris l'intérêt de se regrouper pour pouvoir, d'une certaine manière, affronter un environnement qu'il ne comprend pas et qu'il considère comme hostile. Et donc, on a une première structure qu'on appelle la structure tribale. Et selon le modèle, ce serait apparu il y a 40 ans. Donc, ça veut dire que si on est sur une machine à remonter le temps, on est dans notre tribu, on bouge pas trop de notre tribu, on sort pas. On sort pas et on se protège d'un environnement qu'on ne comprend pas. Hein, il y a un éclair, par exemple, on a peur, on bute une chèvre en se disant, voilà, c'est Dieu qui veut que, donc, la chèvre est morte, il n'y a plus d'éclair, donc dès qu'il y a un éclair, on bute une chèvre. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on est sur cette notion de rituel qu'on reproduit en permanence, et ça a duré des milliers d'années, hein, si vous regardez bien. Et puis il y a 10 000 ans, il semblerait qu'on en ait un peu marre et qu'on se dit, bon allez, on va sortir, mais on va sortir de manière inconditionnelle pour satisfaire nos désirs, nos envies. Et là, on a commencé, du coup, à se faire la guerre, et on appelle ça le niveau d'existence pouvoir, qui serait apparu il y a 10 000 ans. Et là, on n'est plus sur des tribus, on est sur des empires, Perse, Grèce, Rome, etc. Ça faisait quand même beaucoup de morts au bout d'un certain nombre de milliers d'années. Et on s'est dit, mais comment on peut faire pour arrêter ça? Et il semblerait qu'on ait eu l'idée de dire, bah tiens, on va utiliser l'écrit déjà, et puis on va se dire que il y a une espèce de vérité ultime qui nous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, pour éviter que les forts tuent les faibles, parce qu'il y a plus de faibles que de forts dans le monde, paraît-il. Et donc, on a fondé une société basée sur l'ordre, et l'ordre, c'est le respect de la règle, édictée par, c'est peut-être le roi, c'est peut-être Dieu, peu importe. Et là, on revient un peu dans un système de conformisme, mais cette fois-ci par rapport à des normes, qui génèrent une frustration. Et c'est pour ça qu'il y a 600 ans, nous dit le modèle, c'est pas très juste comme système parce que tout dépend de quelle famille on est né. Hein. Je veux dire, il valait mieux être né chez les nobles que chez les gueux, hein, parce qu'on pouvait pas s'émanciper de sa condition sociale. C'est pour ça qu'il y a 600 ans, on serait allé vers un nouveau niveau d'existence qu'on appelle le succès. Et le succès, c'est la capacité que l'on a à pouvoir saisir les opportunités pour avoir une vie meilleure. Et cette vie meilleure, elle est souvent matérialiste. On appelle ça le commerce. Alors ça c'est bien, parce que j'ai cette capacité à m'émanciper. En revanche, on s'est rendu compte de quoi? Que les pauvres sont toujours plus pauvres et les riches toujours plus riches, et qu'en plus les riches ils bousillent la planète. Donc là, on s'est dit c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on va arriver à être heureux. Donc il y a 100 ans, on s'est engagé vers un nouveau niveau d'existence qui s'appelle l'harmonie. Là, l'harmonie consiste à prendre soin de soi et prendre soin des autres. Manger équilibré, faire du sport, faire du yoga, enfin tous ces trucs-là que vous connaissez. Et surtout la RSE, hein, prendre soin, le tri des déchets, tout ce truc-là. Ça vous parle? Bon, ça a pas duré trop longtemps. Alors c'est vrai que nous on se dit, bah attends, 100 ans c'est loin quand même. Nous c'est pas comme ça. C'est vrai qu'en France c'est à Paris il y a une vingtaine d'années à peu près. Hein. Mais dans le monde, notamment en Occident, c'est un petit peu plus vieux. Et on serait dit à un moment donné, il y en a marre. Moi j'en ai marre des graines, j'en ai marre de faire du sport, je vais bouffer des frites et des côtelettes et je vais faire voilà, je vais faire un barbecue avec du charbon. Voilà. Et je vois pas en qui ça pose un problème. Donc on s'est dit, peut-être que en fait le bonheur ce serait quoi? Ce serait en fait faire ce que l'on veut, être qui l'on est, tout en respectant notre écosystème. Et là, on est rentré dans le monde de la fonctionnalité, et la fonctionnalité, elle est symbolisée par la liberté et donc par l'individualisme. Jusque là, ça va? Ok. J'essaie d'être dans le timing. Et donc, vous voyez que cette évolution, alors si petite, pourtant, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on ressent le besoin de passer d'un niveau d'existence à un autre? On va le voir tout à l'heure. Je me mets dans le cadre, pardon, parce que j'ai dit que j'étais dans le cadre vert. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se dit, bon, allez, on en a marre, on change? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne se retrouve pas alors que ça a été la solution? Ouais. Pourquoi on évolue? Alors, qu'est-ce qui se passe?
C'est pas les technologies, c'est un système très simple de systémique, un principe systémique qui dit que le problème est souvent l'excès de la solution. On est allé trop loin. C'était intéressant parce que, vous voyez, par exemple, pendant le confinement, tout le monde était sur le télétravail. Et moi, je travaillais sur en quoi le télétravail va être un problème. Parce qu'on va aller trop loin. Et quand vous regardez le modèle, il y a des couleurs. C'est-à-dire, à gauche, vous avez des couleurs dites froides, c'est la primauté du collectif sur l'individu. Et dès qu'on voit que ça ne marche pas, on va dans l'opposé. Et là, c'est la primauté de l'individu sur le collectif. Et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est le passage de vert à jaune. Ça va, de mon point de vue. Et on se rend compte que ça marche aussi dans plein de domaines. Par exemple, l'éducation des enfants. Si vous regardez l'évolution de l'éducation des enfants, hein, ces jeunes-là que l'on ne comprend pas, ben, c'est souvent de notre fait. Une enfant, c'est une pâte à modeler, quoi. Je veux dire que si on transpose ça à l'éducation des enfants, on se rend compte de quoi que, ben, au début, je suis parti du XXe siècle, hein, j'ai pas fait le Moyen Âge. On est sur une famille traditionnaliste, classique, papa, maman, les enfants, beaucoup d'enfants parce que pas de contraception. Et puis après, on a 2 guerres mondiales, une crise économique, on n'élève plus tes enfants de la même manière, on leur apprend à être forts. Moi, mon père, quand il m'a élevé, il m'a dit, Francis, tu tapes d'abord, tu discutes après. Voilà. Bon, j'ai dit non, c'est pas bien. En plus, on peut plus mettre de fessées aux enfants, ce qu'il ne comprend absolument pas. Voilà. Et après, on reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale avec la Ve République, et là, on éduque nos enfants différemment. On leur dit, mets pas tes coudes sur la table et dis bonjour à la dame. Il y en a qui ont vécu ça? Hein? On n'était pas très traumatisés de ça. Hein? Non, ça allait. Ok. C'était gérable. Hein? Et puis ensuite, avec les années 90, on a eu l'augmentation du chômage, qui était une nouveauté pour nous, et on n'élève plus ces enfants de la même manière. On leur dit passe ton bac d'abord. Le plus important, c'est les études, parce que les études te permettront d'avoir un emploi, qui te permettront d'avoir un salaire, qui te permettront d'acheter ta maison et ta voiture. Et si t'as pas ta Rolex avant 50 ans, c'est que t'as pas réussi ta vie. Voilà. Moi, j'ai essayé, mais elle est trop chère. Ok. Et puis après, 2 choses se sont passées. Émancipation de l'enfant, émancipation de la femme. Émancipation de la femme, Simone Veil, si vous vous en souvenez. Et qui s'est traduit après par la possibilité offerte aux femmes de divorcer. Un truc de fou. On leur dit maintenant, si vous êtes plus heureuse, si vous en avez marre de votre mec, vous pouvez divorcer, on vous jugera plus. Donc après des siècles et des siècles de soumission, ils se sont dit, t'es sûr? Ouais, vas-y, pas de problème. Aujourd'hui, on a 50% de taux de divorce. Et émancipation de l'enfant, du fait de cette émancipation de la femme et de ces restructurations familiales. Aujourd'hui, on a de plus en plus de familles monoparentales et de familles recomposées. Donc ça se traduit par quoi? Les psychologues nous disent qu'aujourd'hui, celui qui est au centre de la famille n'est plus le père, mais c'est l'enfant. On veut que notre enfant nous aime. On va lui demander ce qu'il veut manger le soir. C'est rare qu'ils nous disent brocoli, langue de bœuf. C'est plutôt nuggets et frites. Donc on dit non, c'est pas bien, il faut que tu manges des graines. Oui, mais chez papa, moi je mange des frites et des nuggets. Ok, très bien. Donc frites, nuggets, ketchup. Mieux que papa. Vous voyez, je stéréotype un petit peu. Donc, et on va jouer avec eux. On va se mettre à leur portée, on va jouer. Moi j'ai joué énormément au Uno, hein, je sais pas s'il y en a qui jouent. Ah ouais, mais maintenant il y a un autre jeu là qui est pas mal aussi, mais je me souviens jamais le nom. C'est le jeu? Ouais. Donc on voit bien qu'on cherche vraiment à être aimé notre enfant, et puis à tel point que moi en tant que père, parce que moi j'ai tout bien fait, hein, j'ai divorcé comme il fallait, j'ai 2 enfants, voilà, j'ai tout bien fait. Et après, donc du coup je vois mes filles de moins en moins parce qu'elles sont la vingtaine maintenant, et quand je les vois, je suis très heureux d'être avec elles. Donc je leur dis, allez les filles, parce que j'ai 2 filles, hein, partageons un moment ensemble, fédérons-nous. Et donc voyons un film. Alors là déjà c'est l'enfer parce qu'il y a 50 000 plateformes et tout le monde l'a vu de son côté. Donc pour trouver un film, c'est un peu chaud, à 15 minutes. On voit que ça les barbe un peu, mais moi je dis non, mais je vous aime, je veux être avec vous. Vous voyez. On commence à mettre le film et là 2 secondes après, je les vois connectés sur leur téléphone portable. Je pète un câble. Je dis je ne comprends pas. Et là elles me disent où est le problème? Oui, individualisme. Vous vous rendez compte aussi qu'on peut l'appliquer, ce modèle-là, au niveau des pays? Moi, c'est quand j'interviens un peu partout dans le monde. Donc, selon le pays dans lequel j'interviens, je regarde un peu la culture dominante parce que intervenir au Japon, où il y a personne qui parle, en Russie, où ils disent on s'en fout, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est bouffer, et puis en Angleterre, c'est pas pareil. Donc, c'est important pour moi d'avoir l'information. Et on peut aussi le transposer sur des dessins animés.
je me suis amusé à transposer sur le dessin animé. Alors, de votre point de vue, quel est le dessin animé qui symbolise la fonctionnalité, l'individualisme? Je vous donne pas d'autres mots parce qu'après, je vais vous souffler. Je ne demande pas qui a vu Nicolas Pimprebelle parce que oui. L'expérience m'a appris que c'était pas une question à poser. À votre avis, quel est le dessin animé qui symbolise l'époque actuelle? Alors, Pat' Patrouille, c'était avant. Pat' Patrouille, c'est vraiment la primauté du collectif. Bon, vous connaissez tout ça. Hein? Allez, j'y vais. Eh ben, j'ai, hein. Vous n'avez pas osé le dire. Voilà. Je sais, ça saoule tout le monde. Bon, moi-même. Les têtes d'oreiller, les draps, tout ça, j'y ai eu droit. Bon. Mais au demeurant, c'est intéressant parce que ça a marqué quand même toute une génération. Et Libéré, c'est je suis pas comme vous, j'ai pas envie de me soumettre, je vais voir ailleurs. Là, c'est exactement pareil en fait. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que tout ça, ça rentre en entreprise. Et ce schéma est totalement transposable au management. Vous allez voir, la première forme de management qu'on connaît, c'est quoi? De votre point de vue. Ouais, et ça s'appelle comment? Pas avant. Non, là on est sur le paternalisme. Paternalisme, papa, pater, protégé. Hein, ça veut dire que je rentre dans une entreprise, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas. Donc, et je vais rejoindre une entreprise, c'est un peu comme si je rejoins une famille. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des rituels, et on est dans une logique d'apprentissage maître-apprenti. C'est-à-dire que c'est là où il dit, attends, c'est 25 ans que je fais ce métier, je connais mon boulot. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui disent, ouais, mais tu pourrais aller plus vite avec Gemini ou ChatGPT quand même. Je te dis ça, je te dis rien. Donc, ce qui est hyper énervant. D'accord? Donc, là, on a un peu ce type de management et vous n'avez pas idée à quel point il est encore extrêmement présent dans énormément d'entreprises. Hein, donc, c'est pas parce que c'était la première qu'il y en a plus. Ensuite, avec l'industrie, la révolution industrielle, on est passé à nouvelle culture managériale dans les années 20 qu'on pourrait appeler comment? Le Taylorisme, mon directif. Alors là, ça change. Hein. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, mon patron il m'a dit il y a 2 règles super importantes. Tu vas voir, c'est très simple. 1, tes problèmes, tu les laisses au vestiaire. Et 2, si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Pas de formation management. Et on n'en souffrait pas, parce qu'on ne savait pas qu'il pouvait exister autre chose. Oui. Et ça, c'était avant. Et là, on fait et c'est là où est apparu cette recherche de productivité, d'organisation scientifique, nos organigrammes qu'on chérit tant avec 2 choses, la séparation des pouvoirs, les chefs et les pas chefs, et la division du travail, que vous ne devez pas connaître ici. Vous voyez, des organigrammes un peu complexes. Oui. Ça va? Ça vous parle? Ok. On m'a autorisé à être un petit peu taquin. Mais là, je suis à 2 sur 10. Ok. Et ensuite, ensuite, il s'est passé un truc, c'est la tertiarisation de l'économie. Donc, on voit bien que le taylorisme, qui était dans le secteur industriel, ne marche pas dans le service. Donc, on va adopter un autre système qu'on appelle quelque chose que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la bureaucratie. Alors, c'est super la bureaucratie parce que ça part de l'idée qu'en fait, on est dans le service. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de la qualité. Et pour faire de la qualité, il faut définir des règles. Parce qu'on croit que lorsqu'on définit une règle, les gens vont les respecter, tout simplement. Surtout en France. Oui, et donc on va mettre, moi j'ai connu ça, hein, renforcé par les normes ISO. Alors, je ne sais pas si vous avez des normes ISO ici. Hein, c'est génial ça. Même si ça a changé un peu. Hein. Moi j'ai fait les premières. Donc je passais plus de temps à définir des règles qu'à faire mon boulot. Et avec des tableaux de bord aussi. Hein. Vous aimez bien les tableaux de bord. Hein. Plein de chiffres partout. Bon bref, donc vous voyez à peu près l'idée. Et puis après, avec la mondialisation, on s'est rendu compte que la bureaucratie, elle n'était pas faite pour être en concurrence avec des multinationales étrangères. Donc là, on s'est inspiré d'un nouveau modèle managérial qu'on pourrait appeler comment? On commence par un L. Alors le leadership. Alors là, c'est pas pareil, les gars, parce que nous, on est tous des leaders. Les autres, on va tous les niquer. C'est comme ça que ça fonctionne un leader. Hein. Ok. Et donc, on va se nourrir des modèles américains, parce qu'on est une colonie américaine en termes de management, il faut le savoir, en tout cas de mon point de vue. Donc, les Américains nous disent, bon déjà, il faut que vous ayez une approche par le marché, hein, parce que là, vous aurez que votre million, donc vous êtes sur un marché. Et donc, il y a un truc qui est super qui s'appelle le SWOT. Vous allez voir, c'est trop génial. Force, opportunité, menace, faiblesse. Après, vous faites une petite stratégie
Appelez un consultant pour vous aider, parce qu'ils sont hyper intelligents. Et puis, une fois, vous allez faire un PowerPoint, vous allez présenter aux équipes, et vous allez voir, ils vont y adhérer. Et c'est ça ton boulot, c'est de faire adhérer des équipes à la stratégie. Et d'ailleurs, il faut les impliquer davantage. Donc, on va faire un truc qui est génial, qui s'appelle des objectifs SMART, la direction par objectif. Ça vous parle? Ok. Et donc, l'idée, elle est simple. Hein. Il y a un petit génie français, consultant, qui a importé ça des États-Unis, qui a rajouté un P. Direction par objectif, participatif par objectif. Mais le modèle américain prévoit pas un participatif du tout. Hein. D'ailleurs, moi, quand j'étais en entreprise, on me dit, voilà, mon patron me disait, je te fixe un objectif, Francis, t'es d'accord ou t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et si j'ai atteint mon objectif, il y a un truc qu'on fait, c'est un entretien annuel. Tous les ans, on se voit, parce que le reste de l'année, on n'a pas besoin. Donc, on s'en fout. Vous voyez, on se voit tous les ans, on se dit, c'est bien, c'est pas bien. Vous voyez. Et donc, moi, j'attends quoi? J'attends ma prime, parce que c'est ça le modèle, c'est la méritocratie individuelle. Si j'ai pas de prime, je suis à la gueule. Vous voyez. Et puis, on va faire des trucs, c'est que faut améliorer en permanence pour être compétitif. On va faire du re-engineering. Je sais pas si ça vous parle. On appelle ça le lean management aujourd'hui. Hein, on va améliorer. Et puis, faut trouver de nouvelles idées. Donc, on va faire du brainstorming. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de post-it partout. Voilà, et on va avoir plein d'idées. Ça va être trop génial. Vous voyez. Et après, on va faire du team building. Le team building, c'est on va sauter l'élastique, voilà, on va faire la fête, on va se bourrer un peu la gueule quand même le soir, sinon c'est pas drôle. Vous voyez, ou Koh-Lanta. Ça va là-dessus? Ok. Et puis c'est passé un truc en 2009, c'est la médiatisation des suicides, notamment chez France Télécom, où on a dit maintenant on arrête. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est la primauté de l'argent. Et l'être humain est considéré comme une ressource. Hier, on dit ressources humaines. Et donc, on presse un peu tout le monde comme des citrons, et là, ça va pas du tout, à tel point qu'il y a des personnes qui mettent fin à leur jour pour raisons professionnelles sur le lieu de travail. Et là, notre gouvernement, à l'époque, dit, je veux plus ça. Et donc, on dit maintenant, vous n'êtes plus des leaders. Vous êtes quoi? On est dans les années 2002. Ouais, vous êtes des managers coach. Ok, donc, on va faire un truc super. On va faire une enquête auprès des salariés pour voir s'ils sont heureux. Ils sont pas heureux, ils sont français. Donc il y a le codir, moi j'ai vécu, qui dit qu'est-ce qu'ils foutent nos managers? C'est quoi ce bordel? Donc ça va pas du tout. Nos résultats sont pas bons. Donc on va les envoyer en formation. Déjà on va calculer leur coefficient émotionnel pour se rendre compte que leur niveau d'empathie il est nul. C'est normal, on leur a jamais demandé. Vous voyez. Après on va leur dire vous êtes méchants, donc il faut pas communiquer comme ça, c'est trop dur. On vous apprend des techniques de communication non violente. Vous allez voir, c'est super. On dit pas tu, on dit je. Vous voyez. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et puis après, il faut les impliquer. Donc, on va faire des groupes de travail. Et là, on s'est mis à faire des groupes de travail. Et dans chaque groupe de travail, il faut que tout le monde s'exprime. Voilà. Et donc, du coup, des groupes de travail donnent naissance à d'autres groupes de travail. Ça se reproduit. Et ça fait plein de projets. Je dis ça, je dirais pas chez vous, mais dans d'autres entreprises. Hein. OK? Et là, on a la période aussi, vous savez, baby-foot, chef happiness officer, enfin, tous ces trucs-là. Le but, c'est d'être heureux au travail. Je pose la question, est-ce que le travail, c'est un endroit pour être heureux? Et on se rend compte que, ouais, bah non, ça saoule, quoi. Ça saoule parce qu'on n'ose plus dire les choses. Vous voyez, j'ai posté un truc sur LinkedIn sur le collaborateur bienveillant. En disant, on en a un peu marre du manager bienveillant. Excusez-moi. Hein. Oui, parce qu'on est allé trop loin. La solution est devenue le problème. Vous voyez? Et on a créé un salarié roi. J'ai des droits. Et puis si j'ai pas ce que je veux, je me mets en arrêt maladie. Pas chez vous, mais dans d'autres entreprises. Ouais. Et là, on vient me voir en disant, on comprend rien. On ne sait plus quoi faire. On est gentil avec eux, ils nous font ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, que faisons-nous? Et c'est pour ça qu'on a adopté ces dernières années une autre culture qui n'est pas encore connue, ce sur quoi je travaille depuis une dizaine d'années. C'est la co-responsabilité. C'est finalement, on va le voir, essayer d'instaurer une relation adulte-adulte au sein d'une entreprise. Et on a commencé par de nouvelles approches telles que le management agile, telles que le télétravail. Vous voyez, le télétravail, c'est basé sur l'autonomie, finalement. Et puis, des trucs que j'aime bien, c'est l'intrapreneuriat. Difficile à prononcer, mais extrêmement puissant. Okay, c'est-à-dire que tu es un entrepreneur, mais tu n'es pas payé comme un entrepreneur. Ouais. Donc, on compte sur toi. Et quand moi, j'interviens dans une entreprise, ce que j'essaye de voir, c'est quelle est la culture de l'entreprise dans laquelle j'interviens. Okay, on va le faire ensemble? Allez, on est honnête entre nous? On se dit les choses. Ok.
Je vais vous poser une question. C'est comme, vous allez voir comment je manipule les gens. C'est moche, hein, mais c'est une manipulation bienveillante d'anciens DRH. Un petit truc, j'ai mis 5 ans à la construire. Donc là, vous avez 6 cultures managériales, on est d'accord? Là, je vais m'adresser à vous et je vais vous demander de sélectionner les 2 que vous préférez, que vous aimez le plus, à titre personnel, en tant que vous. C'est bon et on va faire un tour. On va faire un tour pour voir ce que ça donne. En général, ça fait flipper les dirigeants, ça. C'est bon pour vous? Alors, levez la main ceux qui, parmi les 2, préfèrent le paternalisme. Ok, c'est bien, c'est honnête, c'est cool. Très bien. Le directif. Pas de facho dans la salle. On va demander à vos agents pour voir. Hein, en général. Le bureaucratique. Levez la main ceux qui aiment bien le... C'est ok. Ouais, c'est normal. Le leadership. J'aime bien le jour. Ok. Le collaboratif. Ah ouais. Je comprends mieux pourquoi je suis là. Et le co-responsable. Ok. Donc, Elisabeth, on est témoin. Ceux qui rencontrent le plus de suffrages sont les 2 derniers. On est d'accord, Emmanuel? Ok. Ça, c'est intéressant. Déjà parce qu'on voit qu'il y a une diversité d'attentes et que ça me permet de voir un peu quelle est l'attente majoritaire de mon équipe. Ça, vous pouvez le faire avec vos collaborateurs. Deuxième question, de votre point de vue, quelles sont les 2 cultures dominantes au sein de là où vous êtes? J'ai mis institution. En étant honnête, c'est pas filmé. Il n'y a que moi qui est sur la caméra. C'est complexe. Pardon? Alors, on va faire pareil, d'accord? Donc les 2 questions, mais après c'est votre point de vue, ça ne veut pas dire que vous avez raison. Ça veut juste, c'est intéressant pour moi d'avoir votre ressenti. Levez la main ceux qui pensent qu'il y a du paternalisme ici. Ah, une main, ok. Du directif, tout petit peu plus. Du bureaucratique, ouais, c'est normal, hein. Okay. Du leadership, un peu beaucoup, disons. Du collaboratif, ouais, un petit peu plus, un petit peu moins que le bureaucratique. Du co-responsable, ah bien, ok. Donc, vous voyez, ça, c'est une manière. Et puis après, la troisième question qu'on doit se poser, parce que on est tous différents, on a des attentes différentes, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur un fil rouge. La question qu'on pourrait se poser, c'est de votre point de vue, quelles sont les cultures managériales les mieux adaptées au monde dans lequel on est, qui est le monde de la fonctionnalité. Vous voyez? Alors, je vous la fais courte, je connais déjà la réponse. Mais on peut le faire si vous voulez. Vous voulez qu'on le fasse? Allez, on le fait, on va jusqu'au bout de l'expérience. Levez la main ceux qui pensent, donc fonctionnalité, liberté, hein, on est d'accord? Individualiste. Levez la main ceux qui pensent qu'il faut du paternalisme. Personne. Du directif. Encadrer ces petits jeunes. La bureaucratie. Non plus. Le leadership. Un petit peu, ouais. Du collaboratif. Ouais. Et du co-responsable. Voilà. Donc je vous ai manipulé. Donc ça c'est fait. Non. En fait, je vous ai pas du tout manipulé. C'est que juste plutôt que d'essayer de vous convaincre, et c'est ça, pour fédérer une équipe, faut pas convaincre. Faut juste confronter. Vous voyez? Parce que motiver, ça vient de motiver, c'est justifié par des motifs. C'est-à-dire que quand je veux vous motiver, c'est que je veux vous amener à faire ce que moi je veux. Et ça, c'est moche. Vous voyez? Alors que si je vous demande, je vous dis, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous êtes prêt à me suivre, quel que soit votre âge, quel que soit votre statut, votre métier? Ça marche un peu plus parce que la complexité, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs que de nouveaux systèmes de management apparaissent que les autres disparaissent pour autant. Et la vraie complexité, c'est que ces 10 dernières années, les 2 derniers, là, le vert et le jaune, ils sont apparus très vite et très forts. Et plus forts que les précédents. Pourquoi? On va voir pourquoi. Ça va là-dessus? Ok. Donc, je vais vous poser une petite question, parce que là, on est sur les nouveaux rôles du manager, donc c'était aussi l'idée, hein, puisque je pars quand même de l'idée que c'est vous qui devez fédérer les managers. Petite question. À votre avis, qui est responsable du bonheur en entreprise des salariés? 3 options. A, l'entreprise. B, les salariés. C, les 2. Alors, qui répond A, l'entreprise? Non, l'entreprise n'est pas responsable du bonheur des salariés, a priori ici. Qui répond B, les salariés eux-mêmes? Ouais, ouais. Et qui répond C? Voilà. Je partage votre point de vue, mais ce n'est absolument pas le point de vue que partagent les Français.
82% des Français considèrent que c'est vous, les managers, qui êtes responsables de leur bonheur. Donc moi, je dis, il y a un truc qui déconne. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez voir ce qui ne va pas? Est-ce que vous connaissez les états du moi en analyse transactionnelle? On va les perdre. Je vais vous les montrer, c'est très simple, vous allez comprendre. Eric Berne, qui est un psy, nous dit on a en nous 3 états, un état parent, un état enfant, un état adulte. Okay, l'état parent, c'est ce qui est référence à la norme. L'état enfant, c'est ce qui se référence au désir. Et l'état adulte, c'est ni dépendant de la norme, ni dépendant des émotions. Factuel, informatif. Il nous dit en fait, on a... Ah oui, ça c'est ce que je vous ai montré. Il nous dit on a des sous-états. On a 2 états parents, on a papa et maman. L'état parent normatif, c'est quand on dit aux gens, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, il faut, c'est bien, c'est pas bien. Ça va là-dessus? On a un état parent nourricier, ça c'est quand, c'est un peu maman d'une certaine manière, c'est quand on dit aux gens, de quoi tu as besoin mon petit chéri? Tu veux que ça va pas? Tu veux que je t'aide? Tu veux un affectif en plus? Oui. Donc, eh ben, tu ne l'auras pas, parce que c'est lui qui veut pas. Moi je voudrais bien. Vous voyez, donc ça c'est bien parce qu'on est dans le soutien, on est dans l'empathie, etc. Mais du coup, on crée la dépendance et on infantise. Donc ça, c'est quand on va trop loin. Ensuite, on a 3 états enfants. On a un état enfant. On a 2 états enfants adaptés. Les enfants adaptés, c'est en réaction aux parents. Donc 2 états enfants adaptés. Un qui est soumis, hein, c'est quand on fait des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Moi, par exemple, quand je fais ma comptabilité, je suis en état enfant adapté soumis. Et mon expert comptable me dit c'est quand même 1 an. Normalement, tu dois la faire tous les mois. Mais je trouve toujours des excuses pour pas la faire. Voilà. Sauf là, parce qu'il m'a dit redressement fiscal, si tu déconnes. Donc, et enfant adapté rebelle, c'est quand on veut pas faire ce que le parent nous dit. Je suis pas d'accord, je veux pas. Vous voyez, j'irai voir les partenaires sociaux dans ces conditions, qui ont leur légitimité. Hein. Et puis l'enfant libre, en fait, on n'est pas du tout dépendant du parent, on s'en fout, mais alors comme de l'an 40, parce que nous, on fait ce qu'on veut. Ça va? Individualisme. Et puis l'adulte qui naît plutôt dans le factuel, dans le côté informatif, etc. Ça va les 3 états? Ok, maintenant on va croiser 2 notions. La notion de culture managériale et la notion d'état du moi. Si je vous mets dans une posture de paternalisme, je mobilise quel état du moi? Parent, enfant ou adulte? Parent, lequel? Normatif ou nourricier? Or, ça va dépendre des boîtes. Des fois, ça va être, il y a Monsieur Roger sympa et puis Monsieur Roger un peu dur. Si je vous mets dans une posture de chef, je mobilise quel état? Parent normatif, c'est vous le patron, d'accord? Et les autres n'ont rien à dire. Si je vous mets dans une posture de bureaucrate, je mobilise quel état? Parent, enfant, adulte? Ah, ça c'est les bureaucrates qui répondent adultes. Hein? Alors ça fait un truc du genre, tiens, j'ai défini une règle, je te demande de respecter la règle. Et je vais t'évaluer sur ta capacité à te conformer à ce que je t'ai demandé. Donc c'est encore du parent normatif. N'en déplaise aux bureaucrates, je suis venu en paix. Vous voyez, j'essaie d'être honnête. Maintenant, vous êtes tous des leaders. Donc vous devez motiver, fédérer, fixer des objectifs, évaluer, etc. Je vous mets dans quelle posture? C'est les leaders qui disent adultes. Non, tout le monde dit adulte de son point de vue. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire que votre outil, c'est pas la règle, c'est l'objectif. Hein, parce que vous ne donnez pas de latitude aux collaborateurs. Ils font ce que vous avez décidé, donc c'est du parent. Normatif aussi. Vous voyez. Maintenant, vous êtes tous des managers coach. Parents, enfants, adultes. Parents, mais lequel? Nourricier. Et voilà. Et il n'y a pas de modèle dans notre histoire managériale qui vous met dans une posture d'adulte. Mais quand vous devez vous confronter à l'individualisme, si vous êtes dans une posture de parent, je vous dis bonne chance les gars. Ça sera sans moi. Pourquoi? Parce que si je vous mets dans une posture de parent, qu'est-ce que vous créez en face de vous? Des enfants. Et vous allez gentiment dans ce qu'on appelle le triangle dramatique. Le triangle dramatique, c'est 3 rôles qui sont joués: victime, persécuteur, sauveur. Alors, si on prend par exemple les agents, les managers et les organisations syndicales, les agents, ils sont dans quel rôle? Ils sont victimes, forcément, puisqu'ils n'ont pas choisi, on va le voir. Donc, si je suis victime, il me faut un persécuteur, et c'est qui? C'est vous. Et heureusement qu'on a des gens qui sont là pour nous aider. Vous voyez? Ça va là-dessus?
Ok. Donc l'idée, c'est comment on sort de ce schéma-là. En adulte, mais c'est pas si facile que ça d'être un adulte, parce que c'est un chemin qui se fait en 2 étapes. Alors déjà, on me parlait qui se fait en 2 étapes. Hop, je saute. Pour pouvoir passer en adulte, il faut renégocier un contrat social. Vous ne pouvez pas aujourd'hui instaurer une relation adulte-adulte dans le monde dans lequel on est. Pourquoi? Parce que notre monde, c'est le conformisme social absolu. Le code du travail, il y a un des trépieds qui s'appelle le contrat le contrat de subordination unilatérale hiérarchique. Ça vous parle? Qui dit quoi? Que dit que vous, entreprise et représentant de l'entreprise, êtes responsable de tout. Si ça ne va pas, c'est de votre faute ou de votre fait. Et donc, du coup, on maintient la relation parent-enfant. Donc, ça veut dire que ça ne viendra pas de l'extérieur. Surtout quand on voit nos gouvernants qui ont tendance à reproduire ce schéma-là. Et ce n'est pas un jugement pour les côtoyer. Donc, pour pouvoir instaurer ce type de relation, il faut passer d'une relation parent-enfant à adulte-adulte. Mais il y a 2 étapes. La première étape, déjà, il faut entraîner le parent, donc les managers, à devenir des adultes. Et ça, c'est extrêmement dur. Parce qu'en fait, un bon manager, c'est celui qui sait tout. Mais en fait, on ne sait rien. On est d'accord? Socrate le disait. Et donc, il y a déjà tout ce travail-là à faire et on a plein de plans de formation pour vous aider à être un peu cool et un peu zen par rapport à ça. C'est la pression sociale. Si je reprends un peu ça, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est pas confortable? D'un côté, la société nous dit, tu as de la valeur si tu sais tout, tout le temps, sur tout. Et de l'autre côté, en philosophie, on dit, c'est juste pas possible. Donc moi, je bug. Ouais, d'accord. Et ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à supporter les autres et qu'est-ce qui fait qu'on ne les voit pas quand même? Vous voyez, par exemple, je vais prendre un domaine qui est celui-ci, qui est le domaine hospitalier. On a trois métiers, des médecins, le personnel soignant et les administrateurs. À votre avis, les médecins, c'est quelle culture dominante parmi ce qu'on a vu? C'est eux qui nous le déclarent. Il y a des mecs, ils ont bossé 3 ans, enfin, hommes, femmes, pardonnez-moi, ou autres. Plutôt paternaliste et directif, d'accord? Même si la nouvelle génération de médecins que moi je commence à former est un petit peu différente et tend vers le collaboratif, mais on n'en est pas encore là. Le personnel soignant, lui, est plutôt de quelle culture? Plutôt collaboratif et bureaucrate aussi. Ils ont, comme vous, plein de règles à respecter. Et les administratifs, ceux qui sont formés notamment à l'école de Rennes, les directeurs d'hôpitaux, ils sont quelle culture? Eh bien, ils sont plutôt parce qu'on leur demande de rentabiliser le bazar et de respecter les règles. Donc, vous voyez, je prends un système qui est un hôpital, et c'est comme si vous aviez 3 acteurs qui sont dans des planètes complètement différentes. C'est normal qu'elles ne s'entendent pas. Mais l'idée, c'est de se dire, on va vous laisser tel que vous êtes, mais par contre, vous devez absolument vous réunir autour de quelque chose de commun. Et c'est ça qu'il faut définir. Donc, pour sortir de là, moi, ce que je propose, c'est d'adopter un autre triangle qui est de réunir les équipes en respectant qui elles sont, autour de 3 piliers, un sens commun, des principes communs et des valeurs communes. C'est un acronyme qui est facile à retenir. Ça va là-dessus? Un sens commun, c'est de travailler sur le pourquoi. Pourquoi on est là? Pourquoi on existe? Il y a des boîtes qui font ça très très bien. Par exemple, Leroy Merlin. Alors, je ne sais pas si tout le monde va chez Leroy Merlin. Moi, je vais soit chez Leroy Merlin, soit chez Castorama. Je ne suis pas chez Castorama. Je me sens pas bien chez Castorama. C'est vrai, hein? Puis en plus, Leroy Merlin, ce sont mes clients. Mais bon. Ils managent pas leurs équipes en disant, toi, ton métier, c'est de vendre des outils de bricolage et des matériels de construction, comme le fait Casto. Ils managent leurs équipes en disant, toi, ton métier, c'est d'aider nos clients à rêver leur maison et les accompagner dans leur concrétisation. C'est ça ton job. Vous voyez la différence? Ok. Donc, pour recadrer, par exemple, un collaborateur, c'est beaucoup plus facile de dire, est-ce que là, tu penses que dans ton acte commercial, tu as aidé le client à rêver sa maison? Pas pareil que oui, tu n'as pas vendu assez de pots de peinture. Vous voyez la différence? Airbnb, pourquoi ils performent? Leur métier, c'est pas de vendre, de louer des appartes. Leur métier, c'est de faire en sorte que chaque client, chaque hôte, se sente comme chez lui partout dans le monde. Vous voyez la différence? Donc moi, je travaille beaucoup sur cette formulation-là qui est hyper importante, c'est à quoi on sert? Pour donner du sens, puisque c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui.
Pareil pour les métiers. Si je dis à un ripper, autrefois appelé éboueur, ton métier c'est de ramasser les poubelles, c'est pas ouf. Par contre, peut-être que si je lui dis, ton métier, c'est de contribuer à rendre le cadre de vie des citoyens agréable et à respecter notre environnement, c'est peut-être plus intéressant. Et en plus, ils aiment bien ce métier, parce que ils aiment bien faire du sport, contre toute attente. On pourrait croire qu'effectivement, il y a des métiers déplaisants, mais je pense que quasiment tout le monde peut trouver du plaisir à faire son métier. Il me reste combien de temps, là? Pardon. Parce que ma montre, j'ai plus de piles, en fait. Ah, 30 minutes. Ça va pour l'instant? Ok. Donc, retravaillons. Par exemple, moi, ce que je dis au DRH, retravaillez vos descriptions de poste. À quoi vous servez? Il faut intégrer dans les descriptions de fonction la raison d'être du métier. À quoi tu sers? Si tu n'es pas là, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a les valeurs aussi. Vous avez des valeurs au sein de la Sorbonne, je crois. Vous avez des valeurs institutionnelles ou pas? Vous les connaissez? Ce sont lesquelles? Là, j'ai fait un peu mon méchant. Ce sont des valeurs, c'est environnement? Alors, attention, la mission, c'est pas les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui nous réunit. C'est ce qui fait que chez nous, c'est pas comme chez les autres. C'est le truc qui n'est pas négociable. Vous voyez? Des valeurs pourraient être, par exemple, la confiance, pourrait être l'agilité, l'audace, l'innovation. C'est ça qui nous réunit. Si j'ai pas ça, je peux pas régler. Je peux pas réunir les gens. C'est impossible. Il y en a qui croient qu'on peut y arriver, mais c'est juste pas possible. Hein, alors l'exemple que je donne, vous allez voir, on n'est pas de haut vol. Hein, c'est que si je veux que les gens soient réunis, j'ai deux leviers d'action, le faire ensemble ou l'être ensemble. Ça va? Le faire ensemble, c'est l'organisation, les règles. On sait faire ça. L'être ensemble, c'est pas les règles. Et effectivement, on peut croire, et la bureaucratie croit ça, qu'en définissant des règles, eh bien, les gens vont les respecter, un peu comme ce que je peux voir un peu partout où je me déplace. C'est une règle. Vous voyez, mais allez voir l'état des toilettes en France, ils les respectent pas. Parce qu'on s'en fout. Parce qu'en plus, on nous voit pas. Et en plus, les mecs, ils aiment bien faire un peu à côté. Moi, c'est encore autre chose. Donc, on voit bien que la règle, elle n'est pas faite pour ça. Et en plus, il y a des contraintes. C'est que la règle, elle vous empêche d'innover. Elle vous empêche d'être agile. Elle vous empêche de vous adapter. Alors que la valeur, elle règle plein de choses. La valeur, elle vous autorise à innover, à agir, à donner du sens. Vous voyez la différence? Pardonnez-moi l'analogie, mais j'aime bien ça. Donc, je m'amuse souvent à poser cette question-là. Avez-vous des valeurs dans votre entreprise? Je peux vous assurer que, pourtant j'interviens dans des grandes multinationales, il y a quasiment personne des COMEX que dire qui les connaissent. Alors il y en a après, il y a des petits malins qui vont aller sur le site institutionnel pour choper le truc. Et oui, il y en a 4. C'est un peu gros faillot. Je dis ok, très bien. Et maintenant que vous les avez déclarés, comment vous les faites vivre? Bon là, j'ai plus personne. Et je me dis, à quoi ça sert d'avoir des valeurs, qui est le socle collaboratif, si vous les utilisez pas, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc je vais vous montrer des manières petites. Si on prend par exemple la Blablacar, voilà, Blablacar ou d'autres, hein, parce que maintenant on a fond dedans, ils ont 4 valeurs sur lesquelles ils fédèrent tout. On va le voir tout à l'heure. Mais attention, parce que souvent j'ai noté une espèce de tendance à adopter des valeurs qui sont plus des valeurs de surface et non pas des valeurs profondes. Et la différence, c'est quoi? C'est que en termes de recrutement et d'attractivité, il est indispensable que si vous affichez une valeur pour vous, vous la respectiez dans votre quotidien. Sinon, les gens se cassent. Ils n'ont plus aucun état d'âme en disant vous m'avez menti. Donc, il faut savoir que les valeurs, elles sont importantes parce que, et on est sur la psychologie sociale, pour appartenir à un groupe, il faut que je respecte les normes du groupe. On appelle ça le conformisme social. Mais il y a 3 raisons pour lesquelles je vais me conformer aux normes d'un groupe. La première raison, c'est la complaisance. C'est-à-dire que j'ai compris que j'avais tout intérêt à le faire, parce que sinon je me fais exclure du groupe. Donc on a noté que c'était une relation à court terme. Après, le deuxième niveau, c'est l'identification. C'est-à-dire que je vais m'identifier aux normes du groupe jusqu'à ce que je n'y trouve plus d'intérêt, ou là je vais me démettre. Et ce qu'on recherche, nous, en entreprise, en matière de recrutement, c'est le troisième niveau, c'est l'intériorisation. C'est-à-dire qu'en fait, vos valeurs sont mes valeurs, donc j'ai 0 effort à faire. Et donc c'est difficile d'identifier ça, notamment au niveau du recrutement. Oui, mais ça, c'est l'idéal.
Un exemple concret c'est la météo des valeurs. C'est chez un de mes clients en Suisse, Tornos. La météo de valeurs consiste à reprendre les valeurs. Vous voyez, là, vous avez les valeurs au centre. Enfin, vous ne voyez pas bien, là. Et puis, tous les 6 mois, on demande aux équipes d'évaluer sur une météo quel est le niveau qu'ils perçoivent d'incarnation des valeurs au sein de l'équipe. Et si on n'est pas au soleil, eh ben, ça va déclencher des actions. Ça va là-dessus? Ça va? Airbnb fait très fort, puisqu'il indexe la moitié des évolutions salariales sur le respect des valeurs, pas simplement sur le business. Et donc, c'est au collaborateur de démontrer ce qu'il a mis en place ces 6 derniers mois, parce que c'est 2 fois par an, pour incarner les valeurs de la boîte. Decathlon fait pareil. Et puis les principes qui sont super importants, parce que c'est pour justement, comme ça n'est pas naturel, moi, sur quoi je travaille, c'est comment passer d'une relation CARE 1.0, c'est ce qu'on appelle la bienveillance, manager bienveillant. On a vu que ça commençait un peu à être fatigant, c'est un peu mièvre, au CARE 2.0, que j'ai traduit par cet acronyme qui est la confiance, l'autonomie, la responsabilité et l'engagement. Donc je vais vous montrer juste des petites pratiques. La confiance, déjà, ça veut dire quoi? Ma confiance, vous avez une intervention sur la confiance, donc j'espère que je vais raconter la même chose. C'est la croyance que j'ai que tu vas pas me faire de mal, ce qui m'autorise à lâcher prise. Et donc, on se rend compte que les Français, c'est pas trop notre truc, quoi. On a plutôt tendance à se méfier. Hein. Attention, il y a un loup. Méfie-toi. Roger, en 1997, il m'a fait une grosse crasse. Donc, oui, ça, c'est ce qui se passe à la machine à café. Pour que la confiance, elle soit vraiment intégrée, moi, j'ai identifié les 5 critères, j'appelais ça la carte, qui fait qu'on fait confiance en quelqu'un. La crédibilité, je fais confiance en quelqu'un si je crois en sa capacité. Hein. Si c'est une truffe, je vais pas lui faire confiance. Oui. On va pas se mentir. Oui. Après, il y a l'authenticité. L'authenticité, c'est l'accès à l'information. Je le sens authentique, c'est-à-dire qu'il me raconte, il y a une congruence entre ce qu'il dit, la manière dont il le dit, etc. La transparence, c'est le niveau d'information que j'ai. Donc, parce que plus il y a d'opacité, plus il y a de méfiance, c'est normal. Et en fait, le respect des engagements. Alors, il y a un petit truc qui s'appelle la théorie organisationnelle de Berne, qui dit qu'en fait, dans une entreprise, dans une institution, il y a 2 structures. La structure visible et invisible, celle que l'on voit et celle que l'on ne voit pas. Là, je fais appel au DRH, parce que j'ai cru qu'il y en avait savoir qu'il y en avait dans la salle. Okay. Moi, j'ai compris ça après, hein, si j'avais su ça avant. Donc, il y a 2 axes, nous dit Eric Berne. L'axe officieux et l'axe officiel. L'axe officiel, c'est ce que je m'autorise à dire, publiquement. Vous voyez, je m'autorise à dire des choses. L'axe officieux, c'est ce que je m'autorise pas à dire, parce que c'est pas corporate. Il y a l'axe qu'on appelle public, puisqu'on est dans les années 60, donc ils n'ont pas le même vocabulaire que nous. Ça, c'est ce qui concerne l'organisation. Et l'axe dit privé, ça, c'est ce qui concerne les individus. Quand on regarde toutes les théories de management, on se rend compte assez facilement que tous les modèles qu'on nous apprend, le SWOT, les réunions, etc., sont plutôt dans quel carré? Je vous ai mis une anti-sèche. Ouais, c'est ça. Hein. Les réunions, alors 84% des Français disent qu'ils s'ennuient en réunion et qu'ils ne savent pas pourquoi ils étaient en réunion. Bon, peu importe. Le vrai sujet, quand on est RH, c'est pas les réunions. Hein, c'est la machine à café. Ou les couloirs. C'est là où on a toute l'information. Quand j'étais DRH, moi j'avais des indices partout, dans toutes les machines à café. Oui. Parce que c'est là où on a l'essentiel. Oui. Le nombre de fois on est venu voir en disant oui, alors je voulais dire, Elisabeth, franchement, j'en peux plus, elle nous ralentit, elle n'est pas compétente, tout ça. Ouais. Et moi je dis, and so what, t'attends quoi de moi? T'es quand même le patron, ça te faudra régler le truc, enfant par enfant, ok? Puis moi, j'y allais à fond les ballons. Je dis, ouais, je règle les trucs. J'allais en réunion, on dit, je voudrais qu'on aborde ensemble le sujet d'Elisabeth, parce que j'ai cru entendre qu'il y avait un petit souci. Puis il y a tout le monde qui dit quoi? Tout va bien. Alors je dis, foutez de ma gueule. Non, je passe pour une truffe, encore une fois. Donc vous voyez, c'est juste pour souligner. Et là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment se fait-il que les gens ne s'autorisent pas à exprimer vraiment ce qu'ils pensent dans les structures visibles.
et qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'ils s'y autorisent. Bon, je vous donne quelques exemples. Par exemple, chez Airbnb, ils ont un truc qui est vachement sympa. C'est qu'une fois par semaine, il y a des questions qui sont posées sur une plateforme informatique. Tous les collaborateurs à travers le monde peuvent poser une question au Big Boss. Et lui, tous les mardis, il a 1 heure, il y répond au regard du nombre de likes. Et donc, il va répondre, c'est historisé, bam, 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 tout le monde y a accès. Ça, c'est pour être dans la transparence. Vous pouvez aussi avoir, je vous montre des exemples, hein, pas dire qu'il faut que vous fassiez, hein, je partage. Et si on complétait, je ne sais pas si vous avez ça, un questionnaire de satisfaction des réunions que nous avons entre nous, qu'est-ce que ça donnerait, hein, pour qu'on puisse apprendre et progresser. Microsoft Japon a augmenté sa productivité de 20% en limitant les réunions à 30 minutes. Alors que la moyenne avant c'était 1 minute 10. 1h10, pardon. Voilà, c'est un... Ok. L'autonomie, c'est quoi? Les gens confondent deux notions. La notion d'autonomie et d'indépendance. Et ça, c'est important de leur préciser que c'est complètement différent. L'indépendance, c'est ne dépendre ni de rien ni de personne. Quand on est dans une entreprise, une institution, on ne peut pas être indépendant. On est d'accord ou pas? Ok. On peut être autonome. Et il y a un truc qui s'appelle le locus de contrôle, qui est vachement intéressant, qui est enseigné ici d'ailleurs, ma fille qui me l'a appris. C'est que y a des gens qui se disent, je ne sais pas si je l'ai là, il y a des gens qui se disent, en fait, ce qui m'arrive, c'est le fruit, c'est dû à l'extérieur, le hasard, le destin, mon environnement qui agit sur moi. Et ça, on appelle ça le locus de contrôle externe. Et puis il y a des gens qui se disent, en fait, ce qui m'arrive, c'est moi qui en suis à l'initiative. Et donc, on appelle ça le locus de contrôle interne. Et on se rend compte de quoi? Que l'autonomie, elle est développée par le locus de contrôle interne. C'est parce que je me sens responsable d'eux, que j'ai pris l'initiative d'eux, que je peux accéder à l'autonomie. Et si on prend par exemple la bureaucratie, avec les règles, le conformisme, ça développe quoi? Ça agit sur quoi? Le locus de contrôle externe ou interne? Externe. Et c'est là où ça nécessite d'être réfléchi. En matière d'autonomie, par exemple, là j'ai pris une institution, la Caisse primaire d'assurance maladie. L'ancien DG a développé un système qui s'appelle Flash, qui permet aux entreprises, aux collaborateurs qui le souhaitent, qui ont des problèmes qui saoulent tout le monde mais qui sont jamais traités, de prendre l'initiative sans demander l'autorisation au patron. Et ils ont une demi-journée pour régler le problème. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de petits, on appelle ça les cailloux dans la chaussure, les parasites, tout ce que vous voulez, plein de petits trucs qui saoulent tout le monde, mais dont personne n'a la responsabilité. Mais c'est pas prévu dans l'organigramme. Donc, du coup, ce dispositif me semble intéressant. Au Japon, par exemple, chez Nestlé, les télévendeurs peuvent mentionner sur un tableau des suggestions d'évolution de l'offre au regard des échanges qu'ils ont avec les clients. Et une fois par semaine, le marketing descend et discute avec eux, essaie de trouver des solutions. La responsabilité me semble importante, et être responsable, c'est assumer ses choix et ses actes. Sauf que tout notre système est déresponsabilisant. Pourquoi? Parce que si on regarde un autre concept qui est l'état agentique, c'est pour ça qu'on appelle ça des agents dans la fonction publique, c'est qu'en fait, ils font ce qu'on leur demande. Vous voyez? Et à partir du moment où je t'impose de respecter une règle, je t'enlève ta responsabilité puisque tu n'as pas fait le choix de ce que je te demande de faire. C'est pour ça que les gens vous disent, attends, moi, j'ai pas assumé la responsabilité d'un truc que j'ai pas décidé. C'est pas dans ma description de poste. Je suis pas payé pour ça. Puis si ça merde, c'est de la faute de l'autre. Moi, c'est ce que j'ai connu dans mon environnement. Hein. Et en fait, j'ai compris que c'était tout simplement dû à l'état agentique, mais ça, je l'ai compris trop tard. C'est le paradoxe. Donc l'idée, c'est de dire arrêtons de tout le temps avoir un management basé sur la prescription et le contrôle, mais plutôt essayons de responsabiliser, d'offrir de l'autonomie. Je vous donne un exemple d'autonomie qui pourrait vous intéresser pour vos collaborateurs, parce que vous êtes des managers. Alors faciliter le boulot, c'est bien, mais à condition de ne pas priver l'autre de sa responsabilité. N'oublions jamais que vos équipes ont fait 2 choix. Le premier, c'est de vous rejoindre. Vous ne les avez pas forcés. Et certains vous diront, non, attends, il fallait bien que je bouffe. Donc pour eux, c'est pas un choix. Mais ça reste un choix, mais un choix par dépit. Puis il y a un deuxième, c'est qu'ils font le choix de rester. Alors ça gueule, c'est frustrant, mais en même temps, tu dis, t'es pas content, tu sais, peut-être quelque chose de bien t'attend. Ouais, mais non. J'ai peur.
Donc je reste avec ma frustration. Et on dit au manager, c'est à vous de gérer cette frustration. Désolé les gars, c'est votre boulot. Il faut être armé pour ça. Cet outil-là est intéressant parce que, en fait, il suffit simplement de demander à chacun de vos collaborateurs, de vos agents, de reprendre sa description de poste et puis de mentionner en haut à droite toutes les activités qu'il sait faire et qu'il aime faire. On va croiser deux notions, la notion de savoir-faire et la notion d'aimer faire. Donc on est bien dans la responsabilisation. Et donc là, vous allez avoir accès à leur zone de plaisir. Vous pouvez contester le savoir-faire. Vous pouvez dire, non, là, tu penses que tu sais faire, mais tu es victime d'un biais cognitif. Excuse-moi, mais... D'accord. Et en bas à droite, vous avez toutes les activités que la personne ne sait pas encore faire et aimerait faire. Là, on est sur la zone de désir et on va voir comment on peut l'accompagner. Mais il faut aussi aller sur la partie de gauche, les activités que la personne sait faire et aime ou n'aime plus faire. C'est très important ça, parce que si on n'a pas cette information, on n'a pas d'infos sur le risque probable de désengagement. Et puis il y a un autre truc qui est génial, c'est leur demander les activités qu'ils savent pas faire mais qu'ils aimeront pas faire. Alors là, on a un problème, parce qu'il faut quand même le faire. C'est la porte d'entrée. Et oui, parce qu'ils ont quand même choisi. Ouais. Et donc ça permet d'ouvrir le débat. Vous voyez, autrement que par le jugement, qui est plutôt mal vécu. Là, ça responsabilise les gens. Alors, selon mes travaux, ça serait bien idéalement d'avoir 30% à gauche et 70% à droite. J'ai remarqué que dès qu'on dépassait les 30% à gauche, on était dans le risque de désengagement. D'accord ? La responsabilité, c'est aussi avoir un feedback. Par exemple, c'est Schmitt, ils ont un référentiel managérial et une fois par an, il y a un 360 degrés. Donc ça veut dire que les managers, vous voyez là par exemple, j'ai pris un screenshot. Je pense que mon manager est exemplaire, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Le manager se met 5 sur 5. Normal. Il va pas se mettre 2 sur 5. Vous voyez ? Par contre, il a 3 sur 5 qui est la moyenne de ses équipes. Et le modèle, leur pratique, consiste à dire, s'il y a un écart de 2, il faut que les managers et les collaborateurs se rencontrent pour expliquer pour quelles raisons il y a ces écarts-là. Et enfin, l'engagement. L'engagement, c'est quoi ? L'engagement, c'est pas un objectif. Quand on est chez les bureaucrates et les leaders, l'objectif, c'est descendant. L'engagement, c'est ascendant. Tu t'engages à quoi ? Et donc, l'engagement, c'est l'action de se lier par une promesse ou une convention en vue d'une action précise. Si tu rejoins une équipe, tu t'engages à respecter les règles de vie de l'équipe. On est d'accord ? Encore faut-il que j'ai défini les règles de vie de l'équipe. Si je ne les ai pas définies, faut pas s'étonner que j'ai des problèmes. Je laisse de ce fait s'exprimer toutes les diversités d'individualité. Et on n'est plus dans les années 40 ou même 80. Les gens n'ont plus le doigt sur la couture du pantalon, ça c'est fini. Donc ils ont besoin de cadres. On peut pas. Moi je dis toujours, quand je forme au management, je vais vous apprendre à faire un rond dans un carré. Mais on va commencer par le carré. C'est le SVP que je vous ai montré. Il faut savoir un truc, c'est que en quoi c'est intéressant, c'est une théorie en psychologie sociale de Kistler, qui dit que finalement, les gens assument leurs actes à 3 conditions. Vous allez voir. La première, c'est l'importance. Si c'est pas important pour moi, je me sens pas responsable de mon truc. Si par exemple, je choisis un emploi qui n'est pas important pour moi, que je n'aime pas, je ne me sens pas responsable. Je m'en fous, mais alors comme de l'an 40. Je fais juste mon taf, et d'ailleurs, vous n'avez rien à me dire, parce que le boulot, il est bien fait. Et c'est vrai qu'on ne peut pas leur dire grand-chose. Et ça, c'est OK. Par contre, il faut savoir combien il y a de personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Le deuxième, c'est la liberté. C'est ce qu'on a évoqué, le libre arbitre. Je ne me sens pas responsable de quelque chose que je n'ai pas choisi. Ça paraît normal. Oui. Et le troisième, qui est très important, c'est la déclaration publique. C'est-à-dire, on remarque que le niveau de responsabilisation augmente en fonction du nombre de personnes à qui j'ai dit que j'allais faire quelque chose. Ce qui remet en question la notion de fixation d'objectifs dans des bureaux one-to-one. Il vaut mieux le faire en public. Parce que du coup, eh bien, 2 choses. Moi, je pense que le collectif est plus puissant que la hiérarchie. Si je me suis engagé auprès de mes collègues à faire ça, je vais avoir beaucoup plus d'envie de le faire que si je me suis engagé auprès de mon patron, qu'en plus c'est un sale con, et c'est toujours comme ça quand j'ai pas ce que je veux. Et donc du coup, je vais trouver toutes les bonnes raisons pour expliquer que non, j'ai pas pu le faire. Vous voyez la différence ? Vous pouvez aussi utiliser cette matrice que j'ai utilisée dans un hôpital,
que je trouve assez intéressant, qui s'appelle la matrice des engagements réciproques. Où là, l'idée, c'est de demander à une équipe composée d'acteurs complètement différents. Je vous rappelle tout à l'heure, les médecins, le soin, les administratifs, c'est pas les mêmes. De dire, mais finalement, pour l'instant, on a quoi comme outil? On a des descriptions de postes. Ok, ça nous dit ce qu'on doit faire dans notre silo, division du travail, telle heure. Mais on n'a rien entre nous. Et si on travaillait sur, on se doit quoi? Et si on mettait noir sur blanc? Intéressant pour toutes les fonctions transverses, parce qu'on travaille de plus en plus en mode transverse. Donc là, je vous ai donné l'exemple, c'est une histoire vraie, où on a, pendant une demi-journée, demandé aux uns et aux autres de dire qui doit quoi à qui. Alors, vous voyez, par exemple, l'infirmière, elle doit au médecin des informations sur les dysfonctionnements dans les salles de soins, par exemple. Les médecins se doivent mutuellement de renseigner le dossier du patient, comme ça il est actualisé, etc. Et après, on prend un petit feu tricolore, par exemple, et puis on va demander aux gens d'évaluer une fois par an, une fois tous les 6 mois, au rythme, si ils considèrent que l'engagement a été respecté. Alors ça, c'est une histoire vraie. Vous voyez qu'il y a un petit souci. Donc les médecins arrivent en disant, mais qui c'est qui a fait ça? Ben, ce sont vos équipes. C'est n'importe quoi. Et comment ça? Ben, c'est normal qu'on puisse pas faire ça parce que nous, on est tout le temps en urgence. Ce qu'il faut. Vous voyez? Et donc ça permet, mais vous voyez que pour pouvoir faire ça, il faut avoir confiance, il faut être vraiment dans cette notion de responsabilisation, sinon on ne peut pas le faire. Et puis dernier point, chez Blablacar, il y a un truc que j'aime bien, c'est que c'est le rapport à l'échec. On est des êtres humains, c'est normal qu'on fasse des erreurs et qu'on échoue. Sauf que notre système judéo-chrétien, c'est mal vu. Ordre, vous vous souvenez, ordre? Bureaucratie. N'oublions pas que les principes de la qualité, c'est zéro défaut, qualité totale. C'est comme ça que j'ai été élevé étant petit en entreprise. Chez Blablacar, en fait, que vous connaissez tous maintenant, ils ont un processus qui s'appelle FLS, Fail, Learn, Succeed, qui disent que il est obligatoire que quand quelqu'un échoue, ils le mettent sur une plateforme, donc visible de tous. Donc on cache pas les échecs pour qu'on puisse en apprendre. Et donc Fail, c'est quel est mon échec? Learn, qu'est-ce que j'en ai appris? Et Succeed, quelle a été ma solution pour que je puisse en faire bénéficier les autres? Je vous ai donné des exemples de pratiques. Et l'idée, c'est vraiment de dire, face à la montée de l'individualisme, si je peux résumer, on ne peut pas lutter contre aujourd'hui cette revendication de sa singularité, parce que tu n'as pas le droit de me juger. Okay. Néanmoins, je suis quand même rentré dans une entreprise. Donc, j'ai intégré un groupe. Et donc, je dois respecter les normes du groupe. Et fédérer une équipe, c'est quoi? C'est repenser ces normes-là, la normalisation du groupe, avec un sens commun, des valeurs communes et des principes collaboratifs communs. Normalement, ça devrait aller bien. Et la question qui se pose après, c'est s'il y en a qui ne le fait pas, il se passe quoi? Et moi, je dis, je sais pas. Moi, je suis pas payé pour ça. Je vous laisse avec vous-même. Voilà. Ok, ça va là-dessus? Je vous propose enfin voilà, c'était un peu partager ça avec vous. Il y a d'autres choses aussi que j'aurais aimé partager, mais j'ai essayé de respecter le timing. Et je vous remercie de votre patience et de votre implication.